Bonjour chers étudiants, donc cette séance sera consacrée aux autres conditions de fond de la formation du contrat. Donc on a déjà étudié l'élément lié au consentement. Maintenant on va passer au deuxième élément essentiel pour la formation du contrat, à savoir la capacité, qui est un élément très essentiel à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la volonté constitue une source d'obligation. Pour ce, elle doit être autonome et libre, c'est-à-dire non viciée. En outre, le consentement à lui seul ne suffit pas pour que le contrat soit formé. Mais encore faut-il qu'il émane d'une personne capable à s'obliger. Autrement dit, le consentement doit émaner d'une personne qui ne fait pas objet d'une mesure d'incapacité et qui peut discerner les conséquences de ses actes. Sous cet angle, la capacité peut être définie comme l'aptitude d'une personne à être titulaire des droits et à les exercer soi-même. Certes, la capacité juridique peut se rapporter soit à une personne physique, soit à une personne morale. Donc on a la capacité juridique liée aux personnes physiques et la capacité juridique aux personnes morales. Commençons par les personnes morales. Donc pour les personnes morales, la capacité juridique ne s'acquiert qu'après l'accomplissement d'un certain nombre de formalités, telles que par exemple l'immatriculation au registre de commerce concernant les sociétés commerciales. Néanmoins, il convient de signaler que deux formes de sociétés sont privées de la personnalité juridique. À savoir, on a la société en participation, qui est une société occulte, non déclarée, et la société créée de fait, qui résulte seulement du comportement de ses associés sans l'intention de leur part de la créer. En plus, la capacité juridique liée aux personnes morales jouissant de la personnalité juridique se trouve limitée au but pour lequel cette personne a été créée. Maintenant, le cas des personnes physiques. Dans ce cadre, il est à noter que le Dahir des obligations et contrats n'a pas donné une définition à la capacité juridique, mais il renvoie au niveau de l'article 3, de son article 3, aux dispositions du statut personnel. Actuellement, le code du statut personnel au Maroc et le code de la famille. Ce dernier traite la capacité sous deux aspects, à savoir la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Donc, on a ici la capacité juridique qui se divise en deux catégories, capacité de jouissance, capacité d'exercice. Qu'est-ce qu'une capacité de jouissance et qu'est-ce qu'une capacité d'exercice? Et parmi ces deux catégories, quelle est la capacité visée par le Dahir des obligations et contrats pour parler de la régularité d'un acte juridique, pour parler de la formation d'un contrat? Donc commençons par la définition de la capacité de jouissance. D'une part, la capacité de jouissance est reconnue à l'homme avant même sa naissance, tel que par exemple le droit à l'héritage, à condition de naître vivant bien sûr. Elle signifie en outre l'aptitude à être titulaire de droit. Ici, je souligne titulaire de droit. Donc, l'aptitude de jouir d'un droit, c'est pourquoi on l'appelle capacité de jouissance. On peut jouir des droits.
Autrement dit, c'est la possibilité de disposer des droits garantis par la règle de droit. L'incapacité de jouissance, elle touche seulement certains droits et dans des cas bien déterminés. C'est le fait de priver une personne de certains droits. Le fait de priver une personne de certains droits. Par exemple, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Donc le droit de vote, c'est un droit de jouissance. Ils ne jouissent pas de ce droit. Elle peut être prononcée à titre de peine, tel que l'article 26 du Code pénal concernant la dégradation civique, comme elle peut être motivée par une prévention ou une suspicion à l'égard de certaines personnes munies de prérogatives nécessitant d'être contrôlées afin d'éviter certains abus de leur part, tel que le cas de l'article 480 du Dahir des obligations et contrats qui interdit aux administrateurs de municipalités et d'établissements publics, aux tuteurs, conseils judiciaires ou curateurs, pères qui gèrent les biens de leurs enfants, syndics de faillite, liquidateurs de sociétés, de se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent. Par ailleurs, la capacité d'exercice signifie la faculté d'exercer et de mettre en œuvre ses droits. Donc, si on a la capacité de jouissance qui se réfère à la jouissance, au pouvoir de jouissance de certains droits, la capacité d'exercice, elle est liée à l'exercice de ces droits. Donc, c'est le volet pratique. La capacité d'exercice, c'est le volet pratique de la capacité. Partant, il est à constater la dépendance. Il convient de constater ici qu'il y a une dépendance de la capacité d'exercice par rapport à la capacité de jouissance. C'est-à-dire qu'on doit d'abord jouir d'un droit pour qu'on puisse l'exercer. Par conséquent, la capacité d'exercice est justifiée par l'existence d'une volonté saine et libre, source d'obligation et qui est la base de la stabilité des transactions au sein de la société. Il s'agit d'une condition personnelle, c'est-à-dire liée à la personne de l'obligé ou du contractant et non pas à la structure du contrat. D'ailleurs, la capacité d'exercice est liée au degré de conscience et de discernement de la personne. À ce niveau, l'article 209 du Code de la famille précise qu'en général, l'âge de la majorité légale est fixé à 18 années grégoriennes révolues. Aussi, l'article 210 de la même loi ajoute que toute personne ayant atteint l'âge de la majorité jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. Donc, de cet article, il convient de constater que le législateur a fait de la capacité le principe et l'incapacité l'exception. Donc, en effet, c'est parce qu'il manque d'une volonté consciente qui leur permet de bien comprendre les conséquences de leurs actes que les mineurs, les prodigues ou les souffrants d'altération mentale sont privés d'exercer leurs droits. Dans ce cadre, l'incapacité s'avère comme un moyen de protection des incapables et elle est remédiable notamment par la représentation légale, contrairement à l'incapacité de jouissance qui est définitive et irrémédiable. Certes, elle ne retire pas à une personne l'aptitude à être titulaire de droits, mais la prive
du droit de les exercer elles-mêmes. C'est-à-dire l'incapacité d'exercice, elle ne retire pas à une personne sa capacité à être titulaire de droit, donc il est titulaire de droit, mais le problème où il se pose au niveau de l'exercice de ses droits. Par exemple, un enfant de 3 ans peut être propriétaire d'un bien immobilier. Donc ici, il a sa capacité de jouissance. Il jouit d'un droit de propriété. Donc il a un droit de jouissance, mais il ne peut pas vendre lui-même ce bien. Dans ce cas, on parle de l'incapacité d'exercice. Il ne peut pas exercer son droit de jouissance. Donc l'incapacité d'exercice, elle peut être soit totale, permanente ou temporaire. Cela selon le degré d'insuffisance de la conscience et de discernement. Elle s'opère de manière différente selon qu'il s'agit de son degré, par exemple perte d'incapacité totale ou insuffisance d'incapacité. Donc, et selon aussi la nature des droits et les actes auxquels elle s'applique. Donc on peut parler de l'incapacité d'exercice total ou l'incapacité d'exercice partiel. Concernant les incapacités d'exercice ou encore les cas d'incapacité d'exercice, on peut dire que les incapacités d'exercice sont plus générales et plus fréquentes. Elles concernent les mineurs en raison de leur âge et certains majeurs que la loi entend protéger en raison de leur faiblesse morale ou physique. L'incapable est donc titulaire de droits. Il a le droit de jouissance, mais il ne peut pas les exercer lui-même. À cet égard, il doit être assisté ou représenté. Parlons de l'incapacité totale d'exercice. Le législateur, dans l'article 217 du Code de la famille, a déterminé les cas des personnes privées de capacité d'exercice. Donc, dans ce cadre, il les a déterminés dans le mineur moins de 12 ans, qui est considéré par la loi dépourvu de discernement, c'est-à-dire privé de la faculté de comprendre la portée de ses actes. Deuxièmement, le démon, qui a perdu la raison d'une manière définitive et qui continue, et celui qui a perdu la raison d'une manière discontinue à pleine capacité durant ces moments de lucidité. Donc, au niveau de l'incapacité partielle d'exercice, on peut dire que ce cas suppose l'existence d'un minimum de discernement, même imparfait chez les personnes concernées. Il s'agit d'une incapacité insuffisante. Dans ce cadre, le législateur, dans les articles 213 jusqu'à 216, a déterminé les cas d'incapacité partielle. Ceci dans les cas suivants. On a l'enfant ayant atteint l'âge de discernement, c'est-à-dire l'âge de 12 ans, le prodigue, c'est-à-dire la personne qui dilapide ses biens dans des dépenses inutiles ou excessives, et troisièmement, la personne atteinte d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Maintenant, qu'en est-il des droits et des actes qui sont touchés par l'incapacité d'exercice? Selon l'article 208 du Code de la famille, la capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. De cet article, il convient de constater deux types de droits que la personne peut exercer en vertu d'un ensemble d'actes, à savoir les droits personnels et les droits patrimoniaux.
Les droits personnels, ce sont des droits attachés à la personne de leur titulaire et qui n'ont pas un caractère pécuniaire, qui sont inaliénables et insaisissables, par exemple les droits de la personnalité, les droits politiques, etc. Par ailleurs, les droits patrimoniaux, ce sont des droits évaluables en argent, cessibles par vente ou par libéralité, transmissibles par l'hérédité et saisissables par les créanciers non payés. On parle ici, par exemple, du droit de propriété, le droit de créance. Bien évidemment, ces droits sont exercés en vertu d'un acte. Par exemple, le cas de conclure des contrats ou encore ester en justice. En outre, il est à constater que malgré l'incapacité, l'incapable peut accomplir quand même certains actes concernant essentiellement ceux qui sont liés à son patrimoine. Et ces actes peuvent se concrétiser dans des actes de la conservation, les actes de disposition d'un bien ou des actes d'administration d'un patrimoine. Maintenant, les effets de cette incapacité d'exercice. Ce qu'il faut signaler, c'est que dans le but de protéger la stabilité des transactions, le législateur a déterminé des effets qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une incapacité totale, une incapacité d'exercice totale ou d'une incapacité d'exercice partiel. Concernant l'incapacité totale d'exercice, ce cas a pour effet de rendre les actes de l'incapable nuls et d'une nullité absolue. On a ici l'article 124 du Code de la famille. Donc, il s'agit d'une nullité de plein droit qui peut être demandée par tout intéressé. Par conséquent, les actes nuls de plein droit ne peuvent faire l'objet d'aucune confirmation ou ratification. Le fondement juridique ici, c'est l'article 310 du Dahir des obligations et contrats. Donc, il s'agit d'une nullité qui protège l'intérêt général. D'autre part, l'incapacité partielle d'exercice est sanctionnée principalement par une nullité relative et exceptionnellement par une nullité absolue, notamment dans les actes de pure libéralité. Dans ce cadre, l'article 225 du Code de la famille précise que les actes du mineur doué de discernement sont soumis aux dispositions suivantes. Premièrement, ils sont valables s'ils lui sont pleinement profitables. Deuxièmement, ils sont nuls s'ils lui sont préjudiciables. Troisièmement, s'ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l'intérêt prépondérant de l'interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. Par ailleurs, la nullité relative ne peut être requise que par la personne qu'elle protège, de même que les actes qu'elle touche sont susceptibles de confirmation ou de ratification dans un délai de prescription déterminé par l'article 311 du Dahir des obligations et contrats, donc à savoir 1 an. Ceci dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. La date de départ du délai de prescription est déterminée par l'article 312 du Dahir des obligations et contrats. En plus du consentement et de la capacité, on a d'autres éléments pour la formation, pour la validité de l'obligation, à savoir l'objet et la cause. L'objet du contrat signifie ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Il peut se concrétiser dans une prestation qui a elle-même pour objet une chose ou un service, ou encore une abstention. Par exemple, transférer la propriété d'un bien, verser un prix, etc.
Or, l'objet du contrat doit répondre aussi à un ensemble de conditions précisées par le législateur. Dans ce cadre, on a l'alinéa 3 de l'article 2 du Dahir des obligations et contrats qui a précisé que parmi les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté, un objet certain pouvant former objet d'obligation. Dans ce cadre, l'objet, il doit être licite, possible, déterminé ou déterminable, et aussi il doit exister au moment de la conclusion du contrat, ou encore il peut être un objet futur. Donc, un objet existant, c'est-à-dire que l'objet du contrat doit exister au moment de la conclusion du contrat. De même que les parties peuvent valablement conclure un contrat dont l'objet est futur. Par exemple, la vente d'un immeuble à construire ou encore la vente sur plan. Il s'agit d'un contrat conclu alors que l'immeuble n'est pas encore construit. L'objet de l'obligation doit être une chose déterminée ou déterminable. On a ici le fondement juridique, c'est l'article 58 du Dahir des obligations et contrats. Ceci dit que si l'objet de l'obligation est encore certain, dans ce cas, la chose est déterminée et parfaitement désignée. Cependant, s'il s'agit d'une chose de genre, il faut qu'elle soit déterminée et déterminable quant à sa quotité, son espèce, de manière à ce que le créancier et le débiteur sachent à quoi s'en tenir, l'un pour exiger et l'autre pour s'exécuter. L'objet doit aussi être une chose possible. L'article 59 du Dahir des obligations et contrats représente le fondement juridique dans ce cadre. Donc, selon l'adage, à la chose impossible, nul n'est tenu. Donc, une chose possible signifie une chose qu'on peut se procurer, soit qu'elle existe au moment de la conclusion du contrat, soit qu'elle puisse être fabriquée. Par exemple, une automobile qui ne sortira de la chaîne de production que dans un certain délai. Selon l'article 59 du Dahir des obligations et contrats, est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible physiquement ou en vertu de la loi. Impossible physiquement ou impossible en vertu de la loi. Donc, à partir de cet article, il faut constater que l'impossibilité, elle peut être matérielle ou physique. Par exemple, la vente d'un terrain, comme on dit, un terrain sur la Lune, c'est impossible, c'est quelque chose qui est impossible matériellement, physiquement, ou encore le cas du contrat qui porte sur une chose détruite avant sa conclusion, donc c'est une chose impossible matériellement. Concernant l'impossibilité juridique, l'article 57 du Dahir des obligations et contrats précise que seules les choses, les faits, les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent former objet d'obligation. Par conséquent, les individus ne peuvent pas contracter sur des objets qui sont hors du commerce, qui sont interdits par la loi, tels que le porc, la drogue, la prostitution, etc. Enfin, l'objet de l'obligation doit être licite, c'est-à-dire conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Dans ce cadre, ne peuvent faire objet du contrat les choses, comme on a dit, hors du commerce. On a l'article 57 du Dahir des obligations et contrats, les successions aussi futures, telles que prévues par l'article 61 du Dahir des obligations et contrats. Concernant la cause, un autre élément lié aux conditions de fond pour la naissance de l'obligation ou la validité de l'obligation ou du contrat, la cause c'est la raison impulsive et déterminante qui a mené
une personne à conclure un contrat. Par exemple, dans un contrat de vente, la cause de la conclusion du contrat pour le vendeur, c'est de toucher l'argent, toucher le bénéfice de vente, et pour l'acheteur, c'est d'acquérir la propriété de la chose. Donc, pour envisager la cause dans un contrat, il convient de poser des questions différentes. Par exemple, pourquoi est-on lié par un contrat? Pour quel motif on s'est engagé par le contrat? Quel est le but cherché par les contractants? Le législateur, dans ce cadre, a traité la cause comme une condition de validité de l'obligation qui dérive d'une déclaration de volonté au niveau de l'article 62 jusqu'à l'article 65 du Dahir des obligations et contrats. Et l'absence de cause ou encore l'existence d'une cause illicite est non avenue selon l'article 62 du Dahir des obligations et contrats. Par ailleurs, afin qu'elle puisse constituer valablement le fondement de l'obligation contractuelle, la cause aussi doit répondre aux conditions précisées par le législateur, c'est-à-dire que la cause doit être certaine et qu'elle existe. Et pour que l'obligation contractuelle soit valable, il faut qu'elle ait une cause, ceci conformément aux dispositions de l'article 62 du Dahir des obligations et contrats. Aussi, la cause elle doit être légitime. Et légitime, c'est-à-dire conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Tel est le cas, par exemple, des articles 870 et 1092 du Dahir des obligations et contrats. Bien évidemment, la licéité de la cause, de l'obligation, par rapport à l'ordre public, s'analyse conformément aux règles et lois établies en la matière sur le territoire marocain lorsqu'il s'agit d'un cas d'espèce intéressant le Maroc. Maintenant, concernant les conditions de forme liées à la formation du contrat. En principe, le contrat se forme par le seul échange du consentement, en plus de l'existence d'autres conditions de fond liées à sa formation, qui ont été déjà précisées. Ainsi, les parties peuvent choisir librement la forme de leur contrat, selon les dispositions de l'article 402 du Dahir des obligations et contrats. Mais exceptionnellement, la loi parfois peut prescrire une forme déterminée dans le but d'assurer une sécurité de transaction, tel que le cas de l'article 401 du Dahir des obligations et contrats. À défaut du respect de la forme prescrite, le contrat est nul. Sous cet angle, il convient de signaler que le formalisme peut servir de preuve. Il s'agit du formalisme probatoire, tel que le cas de l'article 443 du Dahir des obligations et contrats, comme il peut servir aussi comme condition de validité du contrat, tel que le cas de l'article 4 de la loi 3908 formant Code des droits réels.